C'est officiel, le président de la transition, Assimi Goïta, est désormais général d'armée. Il a reçu ce 21 octobre les attributs du plus haut grade de l'armée malienne des mains du grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Le général d'armée a ensuite procédé à la remise des grades aux 10 autres généraux promus, un cérémonial exceptionnel empreint de solennité. Le Mali à Cali en Colombie, notre pays prend part depuis ce dimanche à la 6e conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP16. Le ministre en charge de l'environnement, Mamadou Samaké, qui représente le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, à cette rencontre de haut niveau. Dans Focus Santé de ce soir, nous allons nous intéresser au cancer du sein dont beaucoup de femmes sont victimes au Mali. La cause de cette maladie n'est toujours pas connue, mais les facteurs de risque sont nombreux, notamment l'âge et l'obésité. On en saura plus avec Koumba Sissi. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Bonsoir. Nous sommes le 21 octobre, une date empreinte de solennité à la salle des banquets du palais présidentiel de Koulouba. C'est aujourd'hui de façon officielle que le président de la transition, Assimi Goïta, a reçu les attributs du plus haut grade de l'armée malienne. Il est désormais général d'armée. Oui, c'est dit désormais de la sorte. Le président de la transition, général d'armée, Assimi Goïta, chef de l'État. Les attributs ont été donnés des mains du général de brigade Amadou Sagafourou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Le général d'armée a ensuite procédé à la remise des grades aux 10 autres généraux promus. 4 ont reçu le grade de corps d'armée à titre exceptionnel et 6 ont avancé en grade. Ils ont les attributs de général de division. Ils sont au total 11 nouveaux généraux pour le Mali. Sira Bachili nous retrace le cérémonial. Les étoiles scintillent à Koulouba et le mérite se traduit en galon pour un homme de terrain qui a servi la nation Mali avec rigueur et dévouement. Revoilà Assimi Goïta dans une nouvelle posture, celle de général d'armée, le top des échelons de l'armée malienne avec le fanion. La décision du Conseil des ministres en date du 16 octobre 2024 est traduite en actes concrets par le Mali, la République témoin de la concrétisation. Le cérémonial militaire empreint de solennité pouvait commencer et l'officier chargé du cérémonial met en place le dispositif protocolaire sur ordre du grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Le général de brigade Amadou Sagafourou Gueye remet les attributs de général d'armée au chef de l'État, Assimi Goïta. Au nom du peuple du Mali, je vous remets très respectueusement les insignes du grade du général d'armée à titre exceptionnel. Le général 5 étoiles Assimi Goïta devient ainsi le 3e général d'armée du Mali après Feu Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Il commandera désormais l'armée dans son ensemble et coordonnera les activités de l'ensemble des forces armées. Le général d'armée donne des instructions, directives et orientations pour une bonne exécution des missions. Après la réception de ses attributs, le général d'armée Assimi Goïta se retire un moment, le temps des dispositions pour la suite de la cérémonie. Suite réservée à la remise des attributs aux 4 généraux de corps, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et Modibo Kone de la Sécurité d'État. Le grand maître des ordres nationaux du Mali leur remet les attributs de général de corps d'armée, une reconnaissance de la nation Mali. Général de corps d'armée, Malik Diaw. Présent. Général de corps d'armée, Sadio Kamara.
Présent. Général de corps d'armée Ismaël Ouangé. Présent. Général de corps d'armée Modibo Koni. Je vous remets les insignes du grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel. Au grade de général de division sont promus Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdrahman Babi, ambassadeur du Mali en Espagne, Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala, Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, et Moussa Mouriba Traoré, gouverneur de la région de Gao. Général de division Abdoulaye Maïga. Présent. Général de division Ali Mohamedine. Présent. Général de division Abdrahman Babi. Présent. Général de division Abdoulaye Sissé. Présent. Général de division Moussa Mouriba Traoré. Présent. Général de division Keba Sangaré. Présent. Je vous remets les insignes du grade de général de division. Ces généraux ont donc avancé en grade. Pour rappel, le général de division commande plusieurs brigades qui comportent plusieurs régiments. L'on aura noté une cérémonie remarquable de par sa rareté et qui a regroupé toutes les sensibilités et partenaires du Mali. Elle était teintée des sonorités de la fanfare du génie militaire pour magnifier la bravoure de nos forces armées. Voilà, vous venez de le voir, ils sont 11 au total à recevoir leur attribut. Le général de division Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, a porté la parole des promus après la remise des attributs. Il a, dans son discours de reconnaissance, soulevé le caractère immense de cette élévation en grade. Garibou Pérou, Aboubakar Traoré, Sidiki Balo. Aux épaules jusqu'aux coiffures scintillent les étoiles. Dans les langages des galons, il faut compter jusqu'à 5 à l'épaule du général d'armée Goïta. Le calcul donne 4 et 3 aux épaules des généraux de corps d'armée et des généraux de division. Sur les 11 officiers généraux, 6 ont été promis à titre exceptionnel. Cet honneur qui leur est fait est le fruit de leur engagement et leur dévouement au service de la nation. Après les séquences réservées aux attributs, le général de division Keba Sangaré porte la voix des généraux promus. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole devant vous pour vous adresser les sincères remerciements de l'ensemble de la hiérarchie militaire, tout corps confondu de l'armée malienne. Aussi, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de saluer l'engagement et le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation en faveur de la transition, aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui, depuis un certain temps, sont engagés dans de vastes opérations pour la restauration de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des personnes et des biens. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, cette vision patriotique, je le rappelle, bénéficie de l'adhésion massive et indéfectible du peuple souverain du Mali, traduisant ainsi la détermination de tout un peuple à écrire une nouvelle page de son histoire. Au lendemain des événements de la rectification et de la transition, notre pays s'est engagé dans un vaste processus de refondation nationale. Ce diagnostic transversal a permis de repenser de fond en comble tous les domaines intéressants la terre sahélienne du Mali. Cet élan légitime et souverainiste impulsé par les plus hautes autorités a permis de raffermir haut et fort l'indépendance de notre pays à travers le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées,
La montée en puissance de notre armée, due aux nouvelles acquisitions modernes et l'effectif des forces exige une nouvelle réorganisation de notre outil de défense et le renforcement de la chaîne de commandement. La refondation de notre appareil de défense est à l'origine du respect et la considération dont jouit notre pays dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Porter les galons du général est une grosse responsabilité. Il s'agit pour le général de division Sangaré d'incarner et de cristalliser sa personne pour répondre aux aspirations du peuple malien, au-delà le peuple de la Confédération des États du Sahel. En réponse aux multiples facettes de l'évolution du contexte géopolitique de la sous-région, marqué par l'échec de nombreux complots de déstabilisation de nos États, la République du Mali, Burkina Faso et la République du Niger ont ensemble décidé de mutualiser leurs efforts, d'harmoniser leurs visions en vue de parvenir à une réelle prise en compte des préoccupations de leurs peuples respectifs. Acteur incontournable de la redéfinition de nos destins communs, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Mali, à travers votre Excellence, est au corps de cette intégration sous-régionale, constructive, respectueuse de la volonté des peuples qui ont décidé de se soustraire du paternalisme colonial, de rompre avec la chaîne de l'esclavage déguisé en démocratie. Toute démocratie repose sur une armée forte, apolitique, unie, opérationnelle, car c'est une armée forte et adaptée aux menaces qui permet au pouvoir d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi au nom de tous les camarades d'armes nommés au sommet de la hiérarchie militaire d'exprimer l'importance des missions auxquelles le peuple souverain du Mali, le peuple de l'Alliance des États du Sahel, attendent de nous. Cette marque de considération, loin d'être une récompense quelconque, est au sens propre du terme une responsabilité et la confiance que vous avez placée en nous au nom du Mali. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un moment chargé de sens et d'émotion. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le grade suivant l'article 4 du titre 1er de la discipline générale consacre l'aptitude à exercer des fonctions bien déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations. Nous mesurons avec une attention toute particulière l'immensité de la mission, les attentes de nos concitoyens et les résultats attendus par la nation. Les généraux promis sont issus de l'armée de terre, l'armée de l'air, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale. Le poids de ces généraux sera reconnu dans l'État, leur rôle dans la nation et l'importance de leur position dans la société. Tous inspirants, stratèges avisés, rigoureux, ils ont le profil parfait de faire face aux menaces présentes et futures. Après la cérémonie, les populations de Kati sont sorties massivement pour saluer le président de la transition promu au grade de général d'armée. Je vous propose de suivre tout cela en images.
Et si on revenait sur le parcours du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, homme de terrain, cet ancien commandant des forces spéciales a fait ses preuves dans le Grand Nord et le centre du pays. Il a notamment dirigé plusieurs unités sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et autres groupes armés. Retour sur le parcours militaire du général d'armée Assimi Goïta, c'est avec Ibrahima Traoré. Il portera désormais sur ses épaules 5 étoiles. Il portera désormais le titre de général d'armée, le 3e dans l'armée malienne, après les généraux Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Le général d'armée Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aujourd'hui 44 ans. Ce fils d'un officier est un pur produit des académies militaires du Mali. Il est formé notamment au Prytanée militaire de Kati et à l'école interarmes de Koulikoro. Il choisit de servir dans l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie. Le général d'armée Assimi Goïta passera quasiment toute sa carrière sur le terrain, précisément dans le nord et le centre du pays. En 2002, il est affecté au 134e escadron de reconnaissance de Gao. 3 ans après, il est promu commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande un sous-groupement tactique à la frontière Mali-Algérie dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants. Il dirige ensuite la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport de 2011 à 2013. Après plusieurs affectations et opérations à Gao, Kidal, Menaka, Tessalit et Tombouctou, il se porte volontaire en 2014 pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur. Il occupe ensuite plusieurs fonctions, notamment officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée de terre. En novembre 2015, le général d'armée Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du département en charge de la sécurité suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. Il dirige ensuite l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployé à Sofara dans la région de Mopti, avant de commander le bataillon autonome des forces spéciales des centres d'aguerrissement. Son riche parcours militaire est marqué aussi par son engagement en opérations extérieures, notamment au Darfour, au Soudan. Il a également à son actif le cours d'application à l'école de train en France, le cours de capitaine et le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme en Allemagne, l'école d'état-major au Gabon, le cours des forces spéciales à Tampa en Floride, aux États-Unis. Suite aux événements du 18 août 2020, Assimi Goïta est désigné président du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, puis vice-président de la transition en charge des questions de défense et de sécurité. Depuis le 7 juin 2021, le général d'armée Assimi Goïta dirige le Mali en sa qualité de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Grand maître des ordres nationaux, il est titulaire du Grand Croix de l'Ordre national du Mali et de la médaille de grand officier de l'Ordre national du Mali. Il détient aussi la Croix de la valeur militaire, la médaille de sauvetage, la médaille de mérite militaire, la médaille commémorative de campagne, la médaille d'honneur de la police nationale, la médaille d'honneur de la protection civile, la médaille du mérite sportif. Il est décoré également du Grand Croix de l'Ordre national du Burkina Faso et de celui du Niger, de la médaille de la défense française avec échelon or et de la médaille des Nations Unies au Darfour. Nous allons continuer notre série de portraits. Je vous invite à suivre le parcours militaire des généraux de corps d'armée Malik Diao et Sadio Kamara, 2 officiers diplômés de l'école interarmes de Koulikoro et également hommes de terrain pour avoir combattu sur le théâtre des opérations à plusieurs reprises. C'est avec Tamsir Diabaté et Namouri Diabaté. Deux officiers valeureux de l'armée malienne au parcours presque identique. Malik Diao et Sadio Kamara,
tous deux piqués par le virus du métier des armes depuis le bas âge. Assermentés du Britannique militaire de Kati et de l'école interarmes de Koulikoro et Miam, ils arboreront désormais avec honneur et fierté le grade de général de corps d'armée. Un grade que l'on pourrait qualifier de consécration pour qui connaît le passé de ses officiers. Présentez 1. Malik Diaw, désormais général 4 étoiles, est natif de la cité des Balanzans. Il fait son entrée à l'école militaire interarmes de Koulikoro en novembre 1998. Fraîchement sorti, il entreprit en Chine entre 2008 et 2011 une série de formations. Le cours d'Oft Wars Archery Sol-Sol et celui de capitaine d'archerie. Il fréquenta en 2013 l'école d'état-major dans la même province. Malik Diaw, ce brevet d'artillerie sol-sol reconnu par les siens, est un homme de terrain pour avoir été commandant de batterie du 124e bataillon à Kidal pendant 2 ans. Nous sommes entre 2006 et 2008. Pour la reconquête du territoire en 2013, il était au cœur du dispositif de l'opération Maliba et il a mené l'opération Dambé avec brio. Une opération lancée en 2017 pour combattre les groupes armés et terroristes dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Menaka. Comme récompense du service rendu à la nation, il a été décoré médaillé du mérite militaire. Celui dont les camarades d'armes le surnomment guerrier a fait ses preuves d'homme de combat lors de l'opération Assalam D et Djigitougou. 2 opérations de grande envergure qui ont mené une véritable croisade contre les terroristes et les narcotrafiquants dans le Sahel. Malik Diaw fut chef de section d'artillerie du 414e bataillon de Kaim et adjoint au commandant de batterie du 135e bataillon de Gao. Nous sommes entre 2001 et 2009 et ce qui lui a encore valu la médaille de la Croix de la valeur militaire et la médaille commémorative de campagne. Ce militaire de campagne et éclaireur qui a échappé à plusieurs embuscades regagne Bamako en août 2019 et il est nommé chef d'état-major de la 3e région militaire, fonction qu'il a occupée jusqu'aux événements du 18 août 2020. Il prend ainsi le perchoir du Conseil national de transition avec engagement et détermination pour un Mali nouveau. Et avec une carrière bien remplie d'un militaire de son rang, il devient ainsi général de corps d'armée. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, actuel ministre de la Défense et des anciens combattants, est un pur produit de l'école interarmes de Koulikoro et Miam. Il est sorti major de sa promotion. C'est pourquoi la même année où il a terminé ses études à l'Emiam, le jeune sous-officier d'alors est nommé chef de section de la même école. Ainsi, sa rigueur le fait propulser parmi les siens. Doté d'un calme olympien, le natif de Kati suit son destin pour avoir été commandant du Britannique militaire dans la ville qu'il a vu grandir. Il fut également officier d'état-major des opérations de la garde nationale du Mali. Le général de corps d'armée Sadio Kamara est un fin concepteur de stratégie militaire, surtout en matière d'élaboration de plans et des ordres d'opération. Le voilà ainsi, commandant de la 2e unité de Menaka, celui de la 11e compagnie spéciale de Tidési et du groupement spécial de Kidal. Nous sommes entre 2009 et 2012.
Sadio Camara est un véritable homme de terrain pour avoir combattu aux côtés du général El Hadji Gamou dans le Grand Nord au moment où contraintes et préoccupations s'appelaient la reconquête du territoire. C'est ainsi un officier aguerri qu'il dirigea plusieurs opérations, notamment Maliba en 2015, Badengo en 2011, Djigitougou en 2008 et enfin Soutoura en 2002. Le diplômé d'état-major de l'Académie militaire de Xinjiang en Chine est un commandeur de l'Ordre national du Mali, médaillé du mérite militaire et commémoratif de campagne. L'ancien directeur du Britannique militaire de Kati est aujourd'hui général de corps d'armée et ministre de la Défense et des anciens combattants de la 4e République. Un portefeuille qu'il occupe depuis le renversement du régime en août 2020, dont il est l'un des acteurs clés. Les 4 étoiles brilleront sur leurs épaules, Diaw et Camara, à partir de ce lundi 21 octobre 2024, un jour qui fera date dans l'histoire du Mali. Général de corps d'armée Sadio Camara. Général de corps d'armée Malick Diaw. Et que pensent les populations maliennes de ces différentes promotions? C'est grandement apprécié de Bamako à Kidal. Ils estiment qu'elle est pleinement méritée compte tenu de soutenir les autorités de la transition, les habitants du Mali. On les écoute au micro de Bemba Sibi avec la collaboration de nos équipes régionales de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. J'apprécie énormément cette nomination au grade de général des leaders de la transition. Ils le méritent largement. Personnellement, je ne vois pas de problème à leur nomination. Parce que vu la façon dont ils ont commencé le travail depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, la manière dont ils sont en train de s'imposer, ils méritent aussi des récompenses. Cette nomination au grade de général est largement méritée après tout ce qu'ils ont fait pour l'indépendance, la souveraineté et la sécurité de notre pays. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Je pense qu'ils méritent plus que tout ça. On devrait leur donner autre chose, pas les grades comme ça. Cette nomination devrait se faire plus tôt qu'aujourd'hui. Sans ces jeunes, la partition du Mali était consommée. On ne peut que se réjouir et remercier ces jeunes officiers qui se sont sacrifiés pour l'unité du Mali. C'est le dialogue national qui demande ça. Depuis 2012, on est dans une situation d'insécurité. Grâce à la transition, vraiment, la sécurité commence à aller. Donc si on les nomme généraux, c'est une bonne chose, vraiment. C'est une bonne chose. Moi, je pense qu'après quelques années, où vraiment ils ont bien travaillé, je pense qu'ils doivent mériter ces galons. Pour moi, ils ont commencé un processus. Je pense que sans les galons, que ce soit les galons ou pas, ils ont un objectif. Je pense que c'est ce qu'il faut chercher à atteindre. Toute la population malienne savent que vraiment ils ont contribué à un redressement. On est vraiment content de ce qui s'est passé. Ces gens-là, c'est des gens qui méritent plus que ça. Parce que nous, on a vu comment on a souffert. C'est des gens qui ont fait leur devoir de travail, de responsable. Et c'est des hommes qui sont ensemble, ils s'écoutent. C'est ça un peuple. Quand le peuple est derrière vous, il faut vous dire que vous êtes assurés. Mais nous pensons que c'est mérite. Nous pensons que c'est mérite parce que nous, on les appelle les patriotes. On les appelle les patriotes et tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays depuis un certain temps est un mérite. Il faut le reconnaître. Donc, qu'il soit général, personne n'est surpris. C'est le mérite qu'ils doivent avoir, à mon avis. Moi, mes impressions, c'est que je pense, pour moi, c'est une bonne chose, ils le méritent. Si quelqu'un mérite quelque chose, il faut lui donner, vu l'effort qu'ils ont fourni depuis qu'ils sont là. C'est des jeunes bien vrais, mais ils ont fait de leur mieux, donc ils le méritent. Effectivement, ça fait partie des recommandations des assises et ça a été vraiment pris en compte. C'est une bonne chose. C'est un des points clés des assises. Donc moi, je ne trouve pas du mal dedans. Puisque en réalité, ils ont beaucoup fait par rapport à la sécurisation. Vraiment, je crois qu'ils méritent d'être nommés au grade de général. C'est vraiment une nomination
amplement mérité. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. C'est quelque chose qui est mérité, surtout que ça a été recommandé par les Assises nationales, qui est un forum de tous les Maliens. Donc vraiment, je trouve que c'est très salutaire. Et moi, j'approuve vraiment cette décision. La nomination des officiers de la transition a été bien demandée et avec ferveur par les participants au dialogue national. Donc ça s'est très bien passé. Nous sommes vraiment très heureux de voir que les concrétiser maintenant, parce qu'ils ont quand même fait de leur mieux pour essayer de mettre sur pied ce pays qui avait des sérieux problèmes, et il continue encore d'œuvrer à ce que les choses aillent sur la bonne voie. Et dans des communiqués déposés à notre rédaction, la jeunesse engagée pour le Bouantou, Ensemble pour le Mamala, adresse leurs vives félicitations aux officiers promus. La présidence de la République renforce la capacité de ses agents techniques. Ils sont au nombre de 75 à prendre part à cette formation en 2 volets. Le compte-rendu de Aoulou Touré. Les travailleurs de la présidence doivent également renforcer leurs capacités pour de meilleures performances dans leurs fonctions respectives. Les chauffeurs doivent maîtriser le code de conduite lié à leur travail, tandis que les secrétaires et assistants seraient plus efficaces en assurant une bonne qualité en matière de relations publiques. Les chauffeurs, les secrétaires sont des premières personnes qu'on rencontre quand on vient dans un service. Que vous soyez chef, que vous soyez un étranger qui vient au Mali, en tout cas, c'est soit on est face soit à un chauffeur, soit à un secrétaire ou assistant. Donc il est bon de leur donner certaines informations théoriques et pratiques. Cette formation durant cette semaine va s'atteler à cela. Et nous remercions le cabinet qui est en charge de ces formations et remercier tout le personnel pour leur assiduité et leur engagement de tous les instants aux côtés du chef de l'État. Tout le long des 5 jours de formation, les uns et les autres déserteront provisoirement la direction des véhicules ou les bureaux d'accueil pour certains, pour se consacrer entièrement à la formation. Pour les premiers, le thème retenu est l'éthique et la déontologie du chauffeur, les techniques d'entretien et de sécurité du véhicule. Et pour les seconds, le thème portera sur les stratégies d'amélioration des performances en relations publiques et le leadership. Ces 2 thèmes, comme vous pouvez le constater, sont plus que jamais d'actualité, et leur choix en ce moment précis de l'évolution de notre institution participe de notre volonté d'améliorer significativement les performances et les capacités des agents techniques et administratifs que vous êtes. Les 2 groupes bénéficieront de l'attention et de l'expertise du cabinet Bexdi, s'appuyant sur des formateurs soigneusement désignés en raison de leur expérience professionnelle avérée. En effet, les enjeux hautement stratégiques liés à vos postes et emplois respectifs sont tels que l'institution attend beaucoup de vous, en vous rassurant qu'elle jouera pleinement toute sa partition en termes d'accompagnement et de mise à niveau, d'où la tenue des présentes sessions de formation. Les chauffeurs, les secrétaires et assistants sont incontournables dans nos administrations, toujours au contact du public. Ils doivent maîtriser l'essentiel de leur travail, car il y va de l'image de leur service. Sortons du Mali, prenons la direction de Cali, en Colombie, qui abrite depuis ce dimanche la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, COP16. Les délégués de 196 pays se penchent sur l'état de mise en œuvre du cadre global sur la biodiversité adopté il y a 2 ans
par la COP15 au Canada. La cérémonie d'ouverture était présidée par le chef d'État colombien Gustavo Petro en présence de nombreuses personnalités dont le ministre en charge de l'Environnement Mamadou Samake qui représente le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta à cette rencontre. Envoyé spéciaux à Kali, Siaka Konate, Taïeba Djawakoui. Cri de cœur des peuples autochtones de la Colombie qui appellent à la sauvegarde des forêts, leur habitat naturel, de la biodiversité, estimant que si la terre est détruite, l'humanité sera elle aussi détruite, une humanité qui œuvre contre elle-même, affirme le président colombien, hôte de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, COP16, Gustavo Petro, tout comme le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui s'est adressé aux délégués par visioconférence, ont insisté sur l'urgence d'agir pour sauver la biodiversité, la planète Terre, menacée par le dérèglement climatique, les conflits armés, entre autres. Le président colombien a invité son homologue du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, pour participer à cet événement des rangs mondial. Le président de la transition nous a fait l'honneur de nous désigner pour conduire la délégation nationale à cet événement. Donc nous sommes là dans ces cadres-là. Nous venons de participer à la cérémonie d'ouverture. Nous avons surtout été marqués par les prestations des peuples autochtones, des communautés traditionnelles qui ont montré leur savoir-faire, qui ont montré leur lien avec la nature, leur lien avec la biodiversité et leur rôle très important dans la conservation de cette biodiversité depuis des millénaires. Les délégués de 196 pays doivent mesurer les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité adopté par la COP15 en décembre 2022 à Montréal, au Canada. Le Mali participe à cette COP16 avec un objectif précis, celui de mobiliser auprès des partenaires des ressources additionnelles pour financer sa stratégie nationale de biodiversité. Aujourd'hui, il s'agit de mobiliser plus de financement climatique vers la biodiversité parce que la biodiversité est une solution aux menaces climatiques aujourd'hui. Parce que quand on dit lutte contre les conséquences des changements climatiques, cela passe forcément par la restauration des terres. Cela passe forcément par la restauration de nos forêts, donc à travers l'agroforesterie, à travers des plantations d'arbres et d'autres activités. Et tout ceci sont liés à l'eau. Nous sommes là pour défendre la position du Mali, nous sommes là pour défendre la position de l'AES dans toutes les rencontres, en tout cas auxquelles nous allons participer pour le bien de nos populations. La Convention sur la diversité biologique a été adoptée en 1992 au sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil. Elle est entrée en vigueur en juin 1993. Le Mali l'a ratifiée en 1995. C'est un accord multilatéral qui vise à promouvoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses composantes. Retournons au Mali où l'organisation Tapital Poulakou a un nouveau président. Il s'appelle Sékou Mamadou Bari. Il a été élu au terme du 3e congrès de l'organisation qui s'est tenu du 20 au 21 octobre 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Bemba Sibi Adama Kamara. Sékou Mamadou Bari est le nouveau président de Tapital Poulakou au terme du 3e congrès de l'organisation. Il est élu avec 66 voix contre 55 pour son challenger, Maître Hassan Bari. À la fin du processus qui a duré jusque tard dans la nuit, le fair play des deux candidats a donné un cachet particulier à ce congrès électif. Sékou Mamadou Bari entend s'atteler à fédérer la communauté Peul du Mali. Mon mandat, c'est sous le signe du rassemblement d'abord de la communauté Peul et sur le signe du rassemblement de toutes les communautés maliennes. Aujourd'hui, il n'y a ni gagnant ni perdant. C'est la communauté Peul qui gagne dans une cohésion totale. La culture Peul est un élément de la culture malienne. Le Mali, on dit, il est un et indivisible. Ça veut dire dans toutes les cultures maliennes, vous trouverez un élément de la culture Peul.
Ce mandat sera également marqué par des actions pour la paix et la réconciliation nationale, particulièrement dans le centre du pays, a souligné le nouveau président Sékou Mamadou Bari. On fera un bureau de consensus, un bureau qui ne va laisser personne derrière. Tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui ont compris que le Mali a besoin de cohésion sociale, tous ceux qui ont besoin que le Mali revienne comme il était, nous allons travailler avec eux. Particulièrement pour moi qui viens du centre, comme je l'ai dit dans ma demande de candidature, je suis aussi Dogon que Peul. Je me définis comme le plus Dogon des Peuls. Donc, je compte être un pont entre la communauté Dogon et la communauté Peul, mais aussi toute la communauté malienne. Œuvrer pour la paix et la réconciliation, ce sont les principaux axes du mandat de 4 ans confié à Sékou Mamadou Bari par la majorité des 123 délégués du congrès de Tabidal Poulouagou. Avec Jafar Aïdara, nous allons nous rendre bien sûr à Bougouni pour parler de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Plan international antenne de Bougouni respecte la tradition pour cette occasion. Mariam Ousmane Balo a occupé la fonction de gouverneur de la région sud durant cette journée. Mais suivons d'abord Bokari Koulibaly Aruna Djara qui nous amène voir en immersion dans le monde professionnel Anne Gloria en tant que directrice nationale World Vision International du Mali, des activités qui ont toujours dans le cadre de la célébration du 11 octobre. Anne Gloria, élève en 11e année, prend les rênes de World Vision International Mali pendant quelques heures. Elle est accueillie avec honneur ce 18 octobre au siège de l'organisation humanitaire. Après la prise de fonction, la nouvelle directrice du jour procède à la signature de quelques documents en instance avant de rencontrer le reste de l'équipe. Une première rencontre qui permet à la nouvelle patronne d'être imprégnée des missions et la vision de son service. World Vision a beaucoup de programmes qui aident surtout les enfants. Il y a des programmes sur des longs termes, programmes d'urgence. Donc actuellement, avec les inondations, il y a beaucoup de programmes d'urgence. Donc c'est bien, le travail il est bon, donc ça peut vraiment aider la population. La volonté de Anne Gloria à atteindre les objectifs fixés par les responsables de World Vision Mali a été saluée par le directeur national sortant. Je suis très heureux et je crois que l'ensemble du comité de direction que nous venons de rencontrer est très heureux de l'arrivée de Gloria. Donc c'est une jeune dame et nous avons besoin de jeunes femmes à ce niveau de leadership dans l'organisation et je dirais dans l'ensemble des organisations du pays et même au-delà. Girls Take Over, où les filles prennent le relais, a été initié par Plan International pour promouvoir le leadership féminin. À l'issue de la journée, Anne Gloria dit avoir beaucoup appris sur le fonctionnement d'une structure privée. Je suis fière, je suis contente. C'était une belle journée, c'est une journée enrichissante qui me pousse moi aussi, qui m'encourage à toujours donner le meilleur de moi-même, à faire toujours de mon mieux, quoi. Au regard de la qualité de la prestation d'Anne Gloria, la journée restera inscrite en lettres d'or dans les annales de World Vision International Mali. Accueillie par les membres du cabinet, la nouvelle gouverneure du jour de la région de Bougouni à l'occasion de la journée internationale dédiée aux jeunes filles, une journée autorisant ainsi les jeunes filles à jouer le rôle de leadership après avoir reçu les orientations du directeur de cabinet sur les affaires courantes du gouvernorat. La chef de l'exécutif s'attaque à sa première activité. Il s'agit bien de la réunion de cabinet avant de présider sa première rencontre du jour. Ça a été une belle expérience pour moi, donc de jouer le rôle du gouverneur pour la journée internationale de la jeune fille. Ça va me permettre aussi de fournir plus d'efforts pour qu'un jour je puisse récupérer l'un de ces postes. Nous avons bien apprécié cette activité. À travers cette activité, ça permet à la jeune fille qui joue le rôle de gouverneur de découvrir les attributions du gouverneur, ses collaborateurs, comment le système fonctionne. Cette journée internationale a été mise à profit par Plan International Mali, antenne de Bougouni, pour véhiculer un message de plaidoyer sur le maintien des filles à l'école qui a été lu et remis par les jeunes filles aux autorités de la région de Bougouni. Si on parle de la jeune fille, ça veut dire que c'est la femme de demain. Bon, s'il y a une journée pour ces filles-là, je crois que c'est à saluer.
Le thème que j'ai présenté, ça c'est le droit de l'enfant, confondu, garçon-fille. Plan international est une organisation non gouvernementale de développement et d'action humanitaire qui œuvre pour un monde juste et qui fait progresser les droits de l'enfant et l'égalité pour les filles. A noter que cette conférence débat a mobilisé plus de 400 jeunes filles de la capitale du Bani Monotié. Lancement de l'activité Feed the Future Yarnoudé. Elle sera exécutée jusqu'en 2027 dans 4 communes de la région de Douanza. On en sait plus avec Abibatou dit Kounia Djakiti. Il en est de même de la stabilité dans le pays. Voilà pourquoi l'activité Feed the Future Yarnoudé est initiée. Il s'agit d'un projet de 3 ans financé par l'USAID à 3,90 milliards de francs CFA. Lancé officiellement ce 17 octobre 2024, le projet Feed the Future Yarnoudé vise à résoudre les problèmes liés au changement climatique pour une agriculture résiliente et durable. Douanzan est la région ciblée. L'agriculture est au cœur de l'économie de notre pays. Pourtant, elle est l'un des secteurs les plus vulnérables face aux impacts des changements climatiques. Toutes choses qui menacent la sécurité alimentaire de notre pays et les moyens de subsistance de nos agriculteurs. Mais aujourd'hui, nous faisons un pas en avant pour y remédier. Cette initiative va permettre non seulement d'augmenter la production agricole, mais contribuera également à réduire les pertes post-récolte. Cette aide permettra d'irriguer 80 hectares de terre et d'aménager 60 hectares supplémentaires pour l'agriculture. Elle financera 4 unités de transformation et d'enrichissement du riz et d'aider les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles intelligentes face au climat, telles que le système de culture intensive. Un projet innovant pour la 18e région du Mali. Dans la région de Douanza, nous avons beaucoup de bas-fonds et que nous avons de l'eau, mais malheureusement cette eau ne nous sert pas à grand-chose. Donc avec l'arrivée de ce projet, ça va nous permettre vraiment de maîtriser vraiment cette eau et faire la riziculture vraiment intensive. Et aussi avoir un impact aussi sur l'alimentation des populations. L'activité Feed the Future Yarnoudé sera mise en œuvre par CRS, AMPROD Sahel, World Vegetable Center et AVRDC, avec comme services techniques impliqués la Direction régionale de l'agriculture, la Direction régionale du génie rural, la Direction régionale de l'hydraulique et enfin la Direction régionale des productions et industries animales. Et un mot de ce café politique organisé à Ségou par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Cette rencontre permet aux représentants des organisations de la société civile et ceux des partis politiques de renforcer leurs compétences afin de contribuer à l'amélioration démocratique de leur pays. Fousseini Samaki, Bassi Traoré, correspondance. Ce café politique se veut un espace d'échange entre les représentants des organisations de la société civile et ceux des partis politiques de la région de Ségou sur le renforcement de la démocratie et la promotion d'une gouvernance transparente et responsable. Cette initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et école politique et démocratique permettra de renforcer le dialogue entre les administrés, les collectivités et l'administration. L'objectif de ce café politique, de rappeler aux citoyennes et aux citoyens, et particulièrement à la jeunesse de notre pays, qu'elle a des responsabilités. La première est de contribuer à la vie de leur communauté. Et cela passe aussi par le contrôle citoyen de l'action publique. Venir renforcer les capacités des jeunes à Ségou par rapport aux questions de contrôle de l'action citoyenne, de politique de bonne gouvernance. Je pense que c'est une très très bonne chose. Je pense que ce sont des aspects qui vont nous préparer à vraiment être de bons dirigeants, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan électif. L'appropriation des politiques publiques par les citoyens, la participation inclusive dans la gestion des affaires locales, le contrôle efficace par les citoyens sont entre autres sujets débattus par les panélistes. J'en suis convaincu qu'à travers des initiatives de ce genre, les citoyens comprendront et prendront conscience de leur rôle et responsabilités dans le processus de planification et de mise en œuvre des politiques publiques
et s'impliqueront activement dans la gestion des affaires locales. De son démarrage à nos jours, plus de 500 jeunes et femmes au Mali sont formés par école politique et démocratique pour leur implication dans le contrôle citoyen et la bonne gouvernance. Suivant le bulletin des interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 17 au 19 octobre 2024, un commentaire signé Awa Maman. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, une alerte de la population locale a permis de signaler la présence d'engins explosifs improvisés sur un axe de patrouille régulièrement emprunté par nos forces de sécurité et les civils dans les environs de Torodi. En réponse à cette menace, une équipe spécialisée du génie militaire a été déployée sur le terrain. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, un autre incident a eu lieu dans la ville de Tera où des tirs ont été entendus. 4 individus suspects repérés par une patrouille de sécurité ont ouvert le feu lorsque celle-ci a tenté de les intercepter. Une brève fusillade s'est alors engagée au cours de laquelle les assaillants ont réussi à se replier en direction du cimetière de la ville. En réponse à cet acte hostile, un renfort a été déployé rapidement pour effectuer un bouclage des secteurs environnants et lancer une opération de fouille. Au cours de cette action, l'un des assaillants a été neutralisé et son arme saisie. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 17 octobre dernier, une unité des forces de défense et de sécurité a mené une intervention réussie aux abords de la localité de Djaboukiria, dans la région de Dosso. Au cours de cette opération, un convoi d'animaux en provenance du parc du W, probablement volé, a été intercepté. Cette action a permis l'arrestation de 17 individus impliqués dans ce réseau de vol de bétail ainsi que la récupération de plus de 200 têtes de bovins. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, dans la nuit du 16 au 17 octobre, le détachement militaire basé à Maïdaboro a mené une intervention rapide pour déjouer une tentative de vol de bétail. Bien que la majorité des malfaiteurs aient réussi à prendre la fuite, l'un d'entre eux a été appréhendé sur les lieux en possession d'une arme blanche. Dans la région d'Agadez, au sein de la zone de défense numéro 8, dans la nuit du vendredi 18 octobre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, les forces de sécurité opérant au Djado ont interpellé au cours d'une patrouille nocturne 2 individus en possession d'un sachet de chanvre indien. Plus tard, dans la même nuit, à Shirfa, 2 jeunes hommes circulant à moto ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de pénétrer discrètement dans le village par l'ouest, une zone où les mouvements nocturnes sont strictement interdits en raison des activités criminelles qui y sont fréquentes. Par ailleurs, du côté de Madama, une opération de contrôle a permis la saisie de près de 3 kg de cannabis dissimulé à bord d'un véhicule de type Hilux en provenance de la Libye. Dans la région de Difa, dans le cadre des opérations de sécurisation menées à l'est du Niger, plusieurs actions d'envergure ont été conduites. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre 2024, 9 individus armés ont été repérés à proximité de Gagamari par un vecteur aérien en surveillance. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi et intercepté les assaillants près de Chetimari. Au cours de cette opération, un des terroristes a été neutralisé. Plusieurs autres ont été blessés et un fusil d'assaut AK-47 avec un chargeur Gavni a été saisi. Plus tard dans la journée, une patrouille des forces de sécurité a déjoué une tentative de ravitaillement du groupe Boko Haram sur la berge de Kotambarwa, à 17 km à l'est de Kablewa. Les forces ont également saisi plus de 15 sacs de maïs de 100 kg et une grande quantité de planches destinées à la fabrication de pirogues. En parallèle, au marché hebdomadaire de Ménesoroa, un individu reconnu comme l'un des auteurs de l'enlèvement et de la séquestration de 2 personnes à Kaptia, le 19 août dernier a été identifié et arrêté par une patrouille départementale. Dans la même région, un autre détachement des forces de sécurité patrouillant vers Ouaragou a intercepté et immobilisé 6 véhicules de fraude transportant diverses marchandises illégales. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, la direction de la police judiciaire continue de renforcer ses efforts dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette semaine, un coup de filet a permis de démanteler un réseau de criminels
En réponse à une vague de plaintes déposées auprès des unités d'enquête de la ville de Niamey. Ces plaintes faisaient état de nombreux vols à l'arraché perpétrés par des individus armés de couteaux, souvent en fuite sur des motos après avoir commis leur délit. En réponse à cette menace croissante, la DPJ a mené une vaste opération dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette intervention coordonnée a abouti à l'arrestation de 9 malfaiteurs impliqués dans plusieurs vols violents, en particulier à l'encontre des femmes. Au Burkina, visite du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du bâtiment, de l'unité de formation et de recherche sciences et technologies de l'université Norbert Zongo de Koudougou en chantier pour constater l'avancée des travaux. Le compte-rendu de Ngorba Nkouda et Pinedier Nyanou. Unité de formation et de recherche UFS Sciences et Technologies de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Le bâtiment est en reconstruction. Le chantier reçoit un visiteur inopiné, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il est là pour constater de visu l'état d'avancement des travaux après une rencontre avec l'entreprise. À l'issue de cette rencontre, nous avons instruit l'entreprise à travers 4, recommandations. La première, puisqu'on avait tous constaté que les chantiers étaient en sous-effectif, c'était de doubler les effectifs au moins, en tout cas de les augmenter de façon conséquente. La seconde chose, vous savez, au Burkina aujourd'hui, les entreprises sont vraiment disposées à prendre les marchés, mais ne mettent pas tout le sérieux qu'il faut en travaillant nuit et jour. Ailleurs dans le monde, les gens travaillent nuit et jour. Je les avais instruits de travailler nuit et jour, parce que nous avons rapidement besoin de récupérer ces installations, ces équipements-là et ces infrastructures-là pour les étudiants. Et que je me réservais le droit de venir à tout moment. La cité universitaire, le foyer des étudiants, le centre multimédia, le bloc pédagogique et l'amphithéâtre sont entre autres les bâtiments qui peinent à être achevés. La réception des bâtiments est prévue pour le 31 décembre prochain. L'entreprise compte mettre les recommandations du ministre en œuvre pour achever l'ouvrage à bonne date. La chronique santé de ce soir s'intéresse au cancer du sein dont beaucoup de femmes sont victimes au Mali. La cause de cette maladie n'est toujours pas connue, mais les facteurs de risque sont nombreux, notamment l'âge et l'obésité. En général, le cancer du sein touche 98% de femmes et 2% d'hommes. Il est le premier cancer qui fait ravage au Mali, nous confirme Koumba Sissi. Nous sommes au CHU du Gabriel Touré, où tous les mercredis de 9h à 10h, professeur Ibrahim Tekete organise une causerie débat à l'intention de ses patientes sur la santé sexuelle et reproductive. Le thème de cette séance porte sur le cancer du sein, un mal qui affecte de nombreuses femmes du Mali et d'ailleurs. C'est pourquoi, en ce mois d'octobre, les actions de sensibilisation et de dépistage se multiplient pour mieux informer et orienter la population malienne. C'est quoi le cancer du sein? Pour être simple, c'est une boule. Mais en pratique médicale, on a 2 types de boules. Les boules dites bénignes et les boules malignes. Une boule bénigne, c'est une boule qui naît en une partie de votre corps, qui grossit localement, qui soit après avoir administré des médicaments par voie orale ou par voie injectable, ou bien même après une chirurgie, ces boules peuvent guérir facilement. À l'opposé, ce qu'on appelle les boules malignes. Il s'agit de boules qui naissent en une partie de votre corps et qui, à partir de cette première localisation, vont envoyer des ambassadeurs dans l'autre partie de votre corps. Mariam Koulibaly, nous avons voulu la surnommer ainsi, a effectivement remarqué une boule dans son sein. J'ai remarqué cette boule il y a un mois. Après les examens médicaux, les docteurs m'ont dit que je souffre du cancer du sein.
Ils ont enlevé une partie de mon sein. Présentement, je n'ai pas de douleur, mais la boule est toujours là. L'apparition d'une boule n'est pas le seul symptôme du cancer du sein. Celui-ci a bien sûr d'autres manifestations. En dehors de la boule, on peut avoir des changements de la peau. Il y a une partie localisée qui prend de l'œdème et dont les pores deviennent très apparents, comme la peau d'orange. On peut avoir des anomalies du mamelon qui peut être rétracté en dedans, ou quand on exprime le sein, on peut voir du pus ou du sang qui peut sourdre à travers le mamelon. Et beaucoup de fois, quand les femmes consultent tardivement, on peut voir des boules apparaître au niveau de l'aisselle. Tous ces signes cliniques ne suffisent pas pour confirmer le cancer du sein. D'autres examens doivent se faire. La mammographie va donner des signes qui vont orienter vers le cancer du sein. Et sur la base de ça, on va faire une petite ponction d'une partie de cette boule-là qu'on envoie au laboratoire qui confirme le diagnostic de cancer du sein. La prise en charge est faite à plusieurs niveaux et prend le temps qu'il faut jusqu'à ce que la patiente retrouve sa santé. Alors, le traitement du cancer du sein repose sur 3 grands piliers. C'est d'abord le fait d'enlever la partie malade. Ça peut être enlever la boule, ou quand c'est à un stade avancé, on enlève tout le sein. Et le deuxième traitement, c'est l'utilisation de médicaments pour détruire les cellules cancéreuses qu'on appelle les traitements cytotoxiques. En plus de ce traitement médical, il y a la radiothérapie qui consiste à aller brûler des tissus, des cellules dans l'organisme via les moyens des rayons X. Apparemment, la cause de cette maladie n'est pas connue, mais les facteurs de risque sont nombreux. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Le deuxième facteur de risque, c'est le sexe. Mais il y a aussi les antécédents familiaux de cancer du sein. En dehors de cela, vous avez le fait de ne pas avoir fait de grossesse et d'enfanter. L'obésité, c'est un facteur de risque du cancer du sein. 3 jours après la règle menstruelle, toutes les femmes doivent palper leur sein devant un miroir pour voir s'il y a une quelconque boule. Celles qui sont en ménopause doivent également faire le même exercice tous les mois. Voilà, c'est dit. La sensibilisation reste de mise. C'est tout pour ce journal. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir à tous et un grand merci à nos téléspectateurs de Douanza.